Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La campagne de vaccination anti-Covid-19 bat son plein en Algérie. Exemple aujourd'hui à Constantine et Oran. On parlera aussi de cette annonce du ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed qui a révélé aujourd'hui qu'un laboratoire pharmaceutique Fratz Nazès est en ce moment en contact avec un laboratoire russe pour la confection du vaccin anti-Covid, le Sputnik V, en Algérie. Le ministère de l'Intérieur annonce un réaménagement des horaires de confinement partiel en Algérie, opéré dans les 19 wilayas concernés par un confinement partiel. Ce confinement passe désormais de 22h à 5h du matin. Alger est concerné bien sûr. Les salles omnisports et les espaces de détente sont désormais ouvertes. Opérer la transition énergétique, l'Algérie est déjà passée à l'action. Cela a été soulevé lors de la conférence débat organisée sous le thème « La transition énergétique pour l'Algérie nouvelle » animée aujourd'hui par le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chemseddine Chitour. Et puis, fait d'actualité également de ce mardi, nous célébrons aujourd'hui 2 février la journée mondiale des zones humides. En Algérie, il en existe beaucoup, comme c'est le cas à Alger dans la commune de Raya, à l'est. Le lac de Raya est un site unique qui représente à lui seul une biodiversité très riche. On en parlera également dans ce journal. Bienvenue à tous. La campagne de vaccination contre la Covid-19 ne fait que commencer et se déroule dans de très bonnes conditions à travers tout le territoire national. L'exemple ce soir à Oran et à Constantine avec Mariam Damis. C'est à partir de ce centre que l'opération de vaccination contre la Covid-19 a débuté à Constantine. Et c'est avec un air de soulagement que les Constantinois sont venus recevoir leurs injections. Je viens de faire mon vaccin et je suis rassuré. Je suis heureux et soulagé d'avoir fait le vaccin. C'est pour préserver ma santé et celle de mon entourage. Il faut savoir que se faire vacciner est un devoir. Et je saisis cette occasion pour lancer un appel aux Algériens et je leur demande de se rapprocher des centres hospitaliers. À l'ouest du pays, à l'hôpital 1er novembre d'Oran, les premières doses de vaccins réceptionnées ont été administrées au staff médical. J'ai une sensation d'être le premier à se faire vacciner pour donner l'exemple. Nous avons réceptionné 1490 doses. À cet effet, 336 infirmiers chargés de la vaccination, 145 médecins et 76 médecins spécialistes sont mobilisés pour mener à bien cette opération. Ce vaccin est utilisé dans plusieurs pays du monde et a prouvé son efficacité. Il a pour but de renforcer l'immunité afin de mettre terme à la propagation de ce virus. Que ce soit à Constantine ou à Oran, la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'est déroulée dans les meilleures conditions et se poursuivra sur tout le territoire national en attendant que les Algériens y adhèrent petit à petit. L'Algérie produira bientôt le vaccin russe, le Sputnik V, suite aux instructions du président de la République, Al-Medjid Tebboune, concernant cette fabrication du vaccin russe. En Algérie, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, a annoncé aujourd'hui que le laboratoire pharmaceutique Fratz Nazès est en ce moment en contact avec un laboratoire russe pour la confection du vaccin anti-Covid-19 en Algérie. Autre annonce importante pour ce mardi, le ministère de l'Intérieur annonce un réaménagement des horaires de confinement partiel dans les 19 wilayas qui étaient jadis concernés par ce confinement de 20h à 5h du matin. Ce confinement passe désormais de 22h à 5h du matin. Alger, bien sûr, est concerné parmi les 19 wilayas. Alors, il s'agit aussi de la réouverture officielle des salles omnisports. Le ministère de la Jeunesse et des Sports l'a annoncé également officiellement ce mardi. Les salles de sport, mais aussi les salles de détente et d'attraction, ainsi que les plages. La fermeture de certains commerces sera repoussée également jusqu'à 21h. Les activités concernées sont la vente d'électroménagers, les magasins de pâtisserie, d'ameublement, d'équipements sportifs, les centres commerciaux, les salons de coiffure également. Et puis concernant les cafés et restaurants, dont la fermeture est également repoussée vers 21h, l'activité se limitera à la livraison, comme c'est toujours indiqué par le ministère de l'Intérieur. L'occasion pour nous de parler du bilan de la Covid-19 en Algérie pour ce mardi 2 février. 263 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 202 guérisons, 4 décès malheureusement.
toujours enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. On écoute le détail de ce bilan avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le Dr Jamal Fourar. Avec la déclaration de 263 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 25 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 17 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et 6 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement encore enregistré 4 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est de nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 368 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 73 732 patients guéris, dont 202 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 23 patients hospitalisés en soins intensifs. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue sud-africaine. Les deux parties ont eu des échanges concernant la coopération qui existe entre les deux pays et les questions d'intérêt commun concernant la situation dans le continent. Dans le cadre de ses visites de travail aux unités de combat relevant des forces terrestres, le général-major Ammar Atamnia, commandant des forces terrestres, a effectué une visite d'inspection et de travail en 2e région militaire à Oran. Et c'était à compter d'hier, donc 1er février. Le général-major avait entamé sa visite à partir du siège du commandement de la 2e région militaire, où il a été reçu par le général-major Haj El Aroussi Jamel, commandant de la 2e région militaire, qui lui a présenté un exposé exhaustif sur la situation sécuritaire et la disponibilité opérationnelle et combative des unités des forces terrestres déployées à travers le territoire de la région. Accompagné du commandant de la 2e région militaire, le général-major a visité par la suite la 8e division blindée à Sidi Bel Abbas, dans la 2e région militaire, où il avait été reçu par le général-commandant de la division, qui a présenté à son tour un exposé autour de l'état des unités organiques de la division ainsi que sa disponibilité combative et opérationnelle dans l'exécution des missions qui lui sont assignées. Le général-major a par ailleurs inspecté bon nombre d'ateliers et a donné des instructions et des recommandations en incitant les éléments à redoubler d'efforts et à prendre les mesures opérationnelles visant à promouvoir les capacités combatives de ces unités en 2e région militaire. Opérer la transition énergétique, on en parle également ce soir. L'Algérie est passée à l'action. Le transport en particulier, c'est un secteur énergivore. En tête, 100 000 véhicules du parc de l'ensemble des administrations sont en passe d'être convertis au GPLC. C'est le gaz de pétrole liquéfié, mais pas seulement. Réduction aussi de 10% de la consommation énergétique. Abritée par l'Institut national d'études de stratégie globale, la conférence débat organisée sous le thème « La transition énergétique pour l'Algérie nouvelle » a été animée aujourd'hui par le ministre de la Transition énergétique et les énergies renouvelables, Chemseddine Chitour, qui s'est longuement exprimé sur un sujet qui lui tient à cœur. La couverture ce matin, Nakhla Arabi. Décidée par le président de la République, la conversion au GPL de quelques 100 000 véhicules du parc de toutes les administrations est le premier projet confié au ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Il marque ainsi la première phase de l'incontournable transition énergétique que l'Algérie a tardé à opérer et qui s'impose aujourd'hui tant les enjeux économiques et géopolitiques sont d'importance, selon Chemseddine Chitour, ministre du département éponyme. Le premier dossier pour lequel le président insiste, c'est celui d'essayer de diminuer ou d'annuler les importations actuelles de carburant. Ne croyez pas que c'est simple. Parce que trop d'habitudes ont été données. Je ne veux pas dire qu'elles sont mauvaises, mais elles appartiennent à la génération d'avant 2000. Le monde a changé. Il faut compter ses sous, il faut compter ses mètres cubes. Nous sommes dans l'action. La réflexion a commencé avec M. Chitour il y a plus de 40 ans. Il a fait ça au niveau des universités, au niveau de la société civile. Mais aujourd'hui, l'Algérie l'a placé à la tête de ce ministère pour agir en coopération et en coordination avec les autres institutions et les autres départements. Lors de la conférence débat, Chemseddine Chitour a parlé de révolution électrique via l'énergie solaire. Pour le ministre de la Transition énergétique, il n'est plus question de continuer à recourir exclusivement aux énergies fossiles. Chaque fois que le prix du baril est là, est-ce que c'est normal que l'Algérie du million de martyrs, sans faire de démagogie, puisse indexer sa loi des finances sur le prix d'un baril? Ce n'est pas normal. Il nous faut sortir de cette ébriété énergétique. Il faut créer de la richesse hors hydrocarbures.
Ayant une longue expérience dans le photovoltaïque et l'éolien, entre autres, le groupe Sonelgaz est de fait incontournable dans la modification structurelle des modes de production et de consommation de l'énergie en cours chez nous. Nous travaillons sur le modèle de production, bien sûr, à l'instar des autres acteurs, mais aussi sur le modèle de consommation qui consiste notamment à passer d'une habitude de consommation à un mode de consommation ou un modèle de consommation. Tous les secteurs concernés travaillent, le transport, l'habitat. Je pense qu'il y a un effort qui se fait sous la supervision également du ministère de la Transition énergétique et des ENR. Je pense que les résultats viendront graduellement. On parle déjà de 10% qui seront évités donc, cette année en termes de consommation domestique et aussi et tertiaire. Tout ça, ça sera certainement le fruit des actions qui seront mises en place en termes d'efficacité énergétique. 2 conventions de partenariat dans le domaine de la transition énergétique ont en outre été signées aujourd'hui à l'issue de la conférence débat par l'INSAG avec le CREAD, qui est le Centre national de recherche en économie appliquée pour le développement, et le CNEAP, le Centre national d'études et d'analyse pour la population et le développement. L'Algérie a déjà commencé à investir dans l'exploitation des énergies renouvelables dans le sud, bien sûr, mais pas seulement. À Tizi Ouzou, plusieurs écoles ont été dotées d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire. C'est une expérience première du genre dans la région, mais elle est appelée à être élargie à d'autres établissements scolaires. Reportage Hafsa Rani, le récit de Bouchara Bouali. Tizi Ouzou est une wilaya pilote en matière d'alimentation électrique solaire. Plusieurs établissements scolaires sont d'ailleurs éclairés et chauffés à l'énergie solaire. Le ministère de l'Intérieur a lancé entre 2018 et 2019 des projets de développement pour doter les écoles primaires de panneaux solaires. Il a financé à travers la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales 3 projets. Les écoliers sont régulièrement sensibilisés à l'importance de recourir à cette énergie renouvelable. L'énergie solaire est une énergie renouvelable et propre qui provient des rayons solaires. L'énergie solaire est une alternative aux énergies fossiles et elle est intarissable. L'école Oued Fali est le premier établissement scolaire dans la commune de Tizi Ouzou qui utilise l'énergie solaire. Fabriqués en Algérie, les panneaux et les chauffe-eau solaires utilisés dans cet établissement contribuent à réduire la facture d'électricité et de gaz tout en atténuant l'empreinte carbone sur l'environnement. Retenez cette information, le ministère du Commerce a procédé ce mardi au lancement de la plateforme du fichier national du produit algérien englobant toutes les données relatives aux produits, aux sociétés et aux secteurs d'activité. Dans une allocution à l'occasion de cette journée d'information sur cet événement, le ministre du Commerce Kemal Rezig a mis l'accent sur l'importance de cette plateforme en tant que tableau de bord à même d'aider à la prise de décision stratégique grâce à l'analyse des données disponibles. Nous célébrons aujourd'hui, 2 février, la journée mondiale des zones humides. En Algérie, il en existe beaucoup, comme c'est le cas à Alger, dans la commune de Raya, à l'est de la capitale. Le lac de Raya est un site unique qui représente à lui seul une biodiversité d'une extrême richesse, protégée bien sûr par la Convention Ramsar en raison de l'habitat momentané pour les oiseaux migrateurs. Le lac de Raya est malheureusement victime de pollution industrielle et urbaine, d'où l'urgence de réagir rapidement. Reportage Jessia Bayou. Classée en 2002 comme site d'importance internationale, la zone humide de Reghaïa regorge de richesses. C'est le premier site à l'échelle nationale qui a bénéficié d'un plan de gestion quinquennal qui a pris en considération l'importance du site qui fait partie, ce n'est qu'un écosystème des 5 écosystèmes constituant ce qu'on appelle la réserve naturelle du lac de Raya. C'est une aire protégée d'une importance, d'une très grande importance, elle est unique de son genre. Le site contient plus de 265 espèces. C'est un chemin d'émigration, bien un site d'émigration, un plan de passage des oiseaux migrateurs.
Ce patrimoine naturel est aujourd'hui l'objet d'une attention particulière. On envisage son classement en tant que réserve naturelle et l'élaboration d'un plan de gestion. Aussi, nous avons un objectif de classer ce site en aire protégée nationale, une réserve naturelle nationale qui permettra de donner plus de protection et plus de, comment dirais-je, des lois qui pourront nous aider à protéger ce site. Malgré son importance écologique, ce site connaît une grande pollution causée par les divers rejets industriels et urbains. Malheureusement, c'est une vérité, qu'on est conscient de cette vérité. Et la Direction générale des forêts, avec le centre synergétique de Reghaïa, nous avons entamé une deuxième phase pour le plan de gestion qui consiste à faire participer tous les secteurs pour la conservation et la réhabilitation de ce site et de sa biodiversité. On a arrêté l'irrigation, maintenant on travaille avec les directions de l'hydraulique pour pouvoir et de l'environnement pour mettre en conformité les industriels par rapport à la loi que chaque industriel doit être muni d'une mini-station d'épuration avant qu'il rejette ses eaux dans la nature. Éventuellement, tout ce qui concerne les collectivités locales, chaque collectivité locale est appelée à réaliser une station d'épuration. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une pression. Cette pression pour laquelle on doit trouver des solutions, ces solutions, ils doivent se baser sur, y compris la recherche scientifique, c'est-à-dire qui est assurée par les scientifiques, et en même temps par la société civile. La zone côtière humide de Reghaïa dans le littoral est algérois est la seule zone humide proche d'Alger qui ait survécu aux travaux de drainage de l'époque coloniale. Une raison de plus pour sauvegarder ce patrimoine naturel. Et nous allons à Borj Bouarerich pour découvrir également la zone humide de Ain Zada qui est au nord-est de la ville. C'est une région où séjourne également une importante population d'oiseaux migrateurs. Reportage Rahim Abdelaziz. Au nord-est de Borj Bouarerich s'étend la zone humide de Ain Zada. Il s'agit d'un barrage aux eaux douces. Ain Zada constitue un habitat pour une riche avifaune sédentaire et migratrice. Les forestiers locaux procèdent au dénombrement annuel des oiseaux. Les oiseaux existants dans le barrage de Ain Zada, pour l'année 2020, on avait recensé 20 différentes espèces et plus de 10 000 individus. Les espèces présentes dans le barrage de Ain Zada, on a les anatidés, les ralidés et spécialement, on a aussi remarqué la présence du goéland locofé et du grand cormoran, d'où la présence des poissons. Les forestiers marquent la présence d'un héron cendré et celle exceptionnelle de quelques flamants roses juvéniles. Là, il s'agit du colvert, du canard souché et celle des avocettes. La commune de Ain Tagrot englobe une superficie de 1300 hectares. 800 hectares sont peuplés de pins d'Alep et de tamarix qui ceinturent le barrage de Ain Zada. Le plan d'eau affiche un remplissage estimé à 13% de sa capacité globale. La zone humide de Ain Zada souffre d'un très bas taux de remplissage et ce, à cause du manque de précipitations. Les forestiers restent optimistes quant à la présence en nombre d'une riche avifaune, notamment migratrice, et celle fréquentant la mer, à l'image du goéland de Kofé et celle du grand cormoran. On continue de parler de l'eau, l'eau qui est la source de la vie. À l'ouest du pays, on parle à Mostaganem des dernières précipitations qui ont renforcé les 3 barrages de la wilaya avec un apport de 50 millions de mètres cubes après que le niveau de ces barrages avait complètement été réduit l'année dernière. Reportage Camélia Hammou, le récit de l'Imam Mari.
Les dernières précipitations ont renforcé les 3 barrages de la wilaya de Mostaganem, à savoir Chelif, Krada et Kramis, par un apport de 50 millions de mètres cubes d'eau, soit 50% de leur capacité de stockage, permettant ainsi aux habitants un approvisionnement régulier en eau potable. Nous avons de l'eau potable, ce qui nous permet de boire et faire le nettoyage. L'alimentation en eau potable a repris il y a 2 mois environ, et cela depuis l'installation d'un réservoir. Plusieurs projets sont prévus pour le développement des zones d'ombre et faciliter l'approvisionnement des habitants en eau potable. On dénombre environ 138 zones d'ombre pour lesquelles nous avons déployé la somme de 24 millions de dinars. On compte 90 projets en cours, dont 66 ont été mis en fonction, 18 sont en cours de réalisation et 6 autres seront lancés prochainement. Enfin, pour éviter toute perte d'eau potable, plus de 1200 km de puits ont été réhabilités à Mostaganem. À noter que les réserves nationales sont de l'ordre de 4,2 milliards de mètres cubes. Les éléments de l'armée nationale populaire ont participé ce mardi à une campagne de reboisement menée au niveau de la réserve biologique de Djbel el-Wahsh à Constantine, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, un arbre pour chaque citoyen. C'est ce qu'a indiqué ce mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et il faut dire que les incendies ont fait rage et ont détruit des milliers d'hectares de forêts et de cultures à travers tout le territoire national. En ce début de l'année, l'activité agricole reprend petit à petit dans les wilayas qui ont été durement touchés, et ce avec le début des indemnisations des sinistrés. Voici un aperçu ce soir dans la wilaya de Ain Defla. Camélia Melal. 23 000 est le nombre d'arbres fruitiers partis en fumée en l'espace d'un an dans la wilaya d'Ain Defla. Une année particulièrement dévastatrice pour des centaines d'agriculteurs qui ont payé de lourdes conséquences. Après des mois d'attente, arrive l'heure d'indemnisation des sinistrés répartis à travers les communes les plus touchées, telles que Ben Allel. Nous avons une superficie de 7 hectares. Nous plantons des pruniers, des abricotiers, des oliviers et des figuiers. Mais cette année, les feux de forêt ont détruit tous les arbres. Nous avons lancé une opération de reboisement. Nous avons achevé la plantation des arbustes de figues, d'amandes et aujourd'hui, nous plantons des oliviers. Les agents de service des forêts tâchent de parer aux dégâts des feux de forêt à travers des opérations de nettoyage et de reconstitution du paysage. Nous avons également installé 2 sources d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes pour chaque source. Une enveloppe financière de 27 millions de dinars a été allouée en guise de remboursement pour ces agriculteurs. Tous les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des agriculteurs, mais aussi au service de la nature. L'actualité à l'étranger. D'abord, l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a déclaré que la décision de l'ex-président américain Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental était une erreur car elle ne reflète pas la politique américaine de longue date. Il estime qu'elle pourrait être annulée. Il a fait cette déclaration dans un entretien accordé au Centre algérien de diplomatie économique. Le coup d'État hier en Birmanie a soulevé plusieurs condamnations internationales avec une tenue d'une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU qui se profile. Les putschistes promettent, eux, de leur côté, une transition démocratique du pouvoir birman. Les éclairages de Naïma Chekchek. D'aucuns disent que le coup d'État militaire hier en Birmanie est surprenant, tant l'armée birmane a toujours fait bon ménage avec le gouvernement civil de Aung San Suu Kyi. C'est une histoire de non-reconnaissance par ces mêmes militaires des résultats des législatives tenues en novembre dernier qui a fait s'aborder cette entente fragile entre les militaires et la dirigeante Aung San Suu Kyi jusqu'à la chasser du pouvoir par le coup de force d'hier.
Des soldats armés et des véhicules blindés déployés autour du Parlement, la dirigeante Aung San Suu Kyi placée en détention dans un endroit tenu secret, une vague d'arrestations. C'est le tableau qui se présentait hier mettant fin à la réussite électorale de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Celle-ci qui était mondialement critiquée pour son silence complice face au massacre des Birmans musulmans, les Rohingyas, avec de grandes manifestations demandant le retrait du prix Nobel de paix qui lui avait été attribué en 1991. Ce régime hybride, pas tout à fait autocratique, ni tout à fait démocratique, s'est effondré sous le poids de ses propres contradictions, attestent les experts. Pourtant, des condamnations ont fusé aujourd'hui de plusieurs pays occidentaux face auxquels les putschistes semblent peu soucieux. La Chine voisine de Birmanie s'est, elle, bien gardée de critiquer qui que ce soit, demandant simplement au parti de résoudre les différends. Étant dit qu'Aung San Suu Kyi appelle ses partisans à résister, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue, les États-Unis faisant planer la menace de sanctions contre les putschistes qui, eux, promettent un pouvoir de transition et des élections démocratiques. On revient dans notre pays. Les Algériens, grands amateurs d'olives, en dégustent de toutes sortes et en différentes recettes. Il n'y a qu'à se balader dans les vieux souks des villes algériennes pour rencontrer des vendeurs d'olives fraîches, préparées ou en l'état. On voit cela dans ce reportage commenté par Elie Mamari. Un mets commun à tout le bassin méditerranéen où l'olive est reine, c'est bien les olives marinées. Ami Jamel propose une panoplie de choix savoureux d'olives marinées, des recettes et des cocktails de tapenade uniques concoctés avec soin. Les olives de Ami Jamel sont exquises, elles ne contiennent pas beaucoup de sel et comme moi j'ai une gastrite, donc je m'approvisionne que de chez lui, car les autres olives et tapenades auxquelles on rajoute trop de sel sont néfastes pour moi. Jamel, il prend les olives et il leur ajoute sa plus-value. Il ne se contente pas de faire de l'achat-vente, mais il prépare des recettes à base d'olives avec des épices et le résultat, c'est cette panoplie de cocktails d'olives délicieux. En plus d'être savoureuses, les préparations à base d'olives de Jamel Zouatni sont également saines et bonnes pour la santé. Une fois, une femme d'un certain âge vient ici pour acheter des olives, mais elle me dit qu'elle ne peut pas manger salé car elle souffre d'hypertension artérielle. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic pour préparer des mélanges qui ne contiennent pas de sel. Donc les étapes, c'est dessaler les olives et leur rajouter des fines herbes et de l'huile d'olive. Le point de vente de Ami Jamel a même servi de décor de tournage de 2 séquences du film Ahmed El Bey, interprété par le grand acteur français Gérard Depardieu, qui lui non plus n'a pas résisté au caractère des olives de Ami Jamel. Gérard Depardieu est venu à mon comptoir, il a beaucoup apprécié mes produits et a passé plus d'1 heure à déguster les anchois, les différentes tapenades et olives marinées. Et il m'a même encouragé à continuer mon travail. À travers son savoir-faire né d'une véritable passion culinaire, Ami Jamel propose depuis plus de 12 ans des recettes d'olives marinées uniques, adaptées à tous les goûts et à toutes les saveurs. Le sélectionneur national Jamal Belmadi et l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis ont signé cet après-midi un partenariat à but caritatif. L'opérateur historique utilisera notamment l'image du coach national pour apporter de l'aide aux plus démunis à travers plusieurs actions à venir. Et après la signature de ce partenariat, Jamal Belmadi s'est exprimé au micro de la télévision publique ainsi que le président directeur général d'Algérie Télécom. On l'écoute. J'ai été convaincu plutôt que c'était une bonne chose dans le sens où c'est une société d'État et qui a des valeurs que je partage. Et donc je suis très heureux aujourd'hui d'avoir comme partenaire Mobilis, Inch'Allah, avec en vue, Inch'Allah, des actions qui profitent au peuple. Et voilà, c'est la raison de ce partnership avec Mobilis. Voilà, c'est Mobilis et c'est surtout l'Algérie. Au-delà du privilège que nous avons encore une fois de collaborer et de coopérer avec M. Belmadi à travers son image, nous n'avons pas cessé de parler d'un certain nombre de valeurs que nous partageons entre Mobilis et des valeurs que nous avons constatées chez le sélectionneur national, M. Belmadi, et son staff.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.